Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invitée ce midi, c'est Isabelle Chamorro, la vice-présidente du gouvernement. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour aux auditeurs d'RRB. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous avez été élue vice-présidente du gouvernement le 22 juillet dernier. Dans un premier temps, les loyalistes avaient refusé d'assumer ce poste de la vice-présidence dans un gouvernement dirigé par les indépendantistes. Finalement, qu'est-ce qui vous a fait changer de position ? Alors, c'est vrai qu'à la mise en place officielle du gouvernement, nous n'avions pas présenté de candidature pour la vice-présidence. Alors, pour deux raisons, même si on ne va pas refaire l'histoire, on estimait que dans la dernière ligne droite de l'accord de Nouméa, il était vraiment négatif pour la Nouvelle-Calédonie de faire démissionner le gouvernement. Et d'ailleurs, ça s'est concrétisé par 5 mois de gestion des affaires courantes. La deuxième raison, et c'était la principale, c'est qu'au moment où le gouvernement Mapou a été mis en place, nous n'avions aucune garantie sur la répartition des secteurs. Et donc pour nous, on ne pouvait pas se porter candidat à une vice-présidence pour avoir un poste sans savoir si nous allions avoir les vrais moyens de travailler, de continuer à travailler pour les Calédoniens. Donc, dans ce cadre-là, une fois que les secteurs ont été attribués, on a considéré qu'il y avait un certain équilibre. Je dis un certain équilibre parce que je pense qu'on pourra y revenir. Ça aurait pu être un petit peu différent sur certains secteurs. Eh bien, on s'est dit que nous étions en responsabilité sur cette vice-présidence pour représenter les Calédoniens déjà qui nous avaient fait confiance en 2019, et puis aussi en situation de vigilance, c'est-à-dire de pouvoir aussi s'opposer sur les textes qui pourraient être présentés au Congrès en ayant toutes les informations nécessaires. Ce que je voudrais dire, par exemple, pour illustrer ce qu'est la responsabilité, c'est que nous avons décidé au sein du gouvernement de nous investir pleinement sur la question de la gestion de la crise Covid. C'est vraiment au-delà de vos secteurs, quel que soit où chacun se sent concerné par cette crise sanitaire. Voilà, on s'est quand même mis d'accord et on l'a exposé clairement en interne. S'il y avait un des sujets sur lequel nous devions être tous mobilisés, c'était celui-ci. En tant que vice-présidente, c'est quoi votre rôle exactement ? Est-ce que le vice-président du gouvernement a une fonction particulière ? Comment est-ce que vous le voyez et comment est-ce que vous le vivez ? Alors dans les textes, il a une fonction particulière, c'est celui de remplacer le président lors des séances quand le président est absent. Mais en fait, c'est pas cette fonction-là qui est importante. Cette fonction, c'est d'avoir un équilibre entre des tendances politiques qui sont présentes au sein du gouvernement et avec mes collègues de l'Avenir en Confiance, parce que je suis pas toute seule, je suis vice-présidente, mais on travaille tout ensemble sur les dossiers. Comme je vous le disais, c'est d'avoir à la fois cette responsabilité de représenter les Calédoniens, mais aussi de disposer des informations nécessaires et de faire valoir l'indispensable collégialité au sein du gouvernement. C'est aussi ce rôle de vice-présidence. La dernière chose qui concerne particulièrement cette vice-présidence, c'est que j'espère que ça me permettra aussi d'avoir un éclairage particulier sur les secteurs que je porte, puisque mon prédécesseur Gilbert Thuénon portait d'autres secteurs comme le transport, etc. Moi, je porte par exemple l'enseignement et je considère qu'en étant vice-présidente, je peux aussi avoir une parole particulière pour défendre ces dossiers. Et vous êtes également la seule femme au sein du gouvernement, en plus d'être la vice-présidente, on en a déjà parlé. Ça vous inspire quoi ? Comment ça se fait que c'est un hasard des listes ou est-ce que vous estimez qu'effectivement il y a une sous-représentation aujourd'hui des femmes dans la classe politique ? Alors, je pense pas que ce soit un hasard des listes. J'ai un petit peu regardé l'histoire du gouvernement depuis 1999. Finalement, c'est le gouvernement dans lequel il y a de moins de femmes. Nous étions déjà deux au précédent gouvernement, ce que je trouvais déséquilibré. Là, donc, on est quand même l'Avenir en Confiance, la seule formation qui a proposé une femme en place éligible. Alors moi, je considère que cette parité dans les institutions, c'est pas un hasard. C'est-à-dire, il y a 50% de la population calédonienne qui est constituée par des femmes. Donc, je considère que pour un équilibre global, on doit aussi être représenté dans les institutions. Et puis, on voit quand même que malgré les années qui passent, là où la parité n'est pas imposée, eh bien, finalement, elle se concrétise pas. Donc, je pense que s'il y a des réflexions sur ces sujets-là pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, il faudra que dans toutes les instances calédoniennes, même au-delà, je pense aussi au CESE, par exemple, eh bien, il y a une obligation de parité. Pour finir sur ce sujet, je dirais quand même qu'en métropole, il y a un effort particulier qui a été fait, puisque au sein du gouvernement, eh bien, il y a cette parité, il y a une parité absolue, oui. Voilà, qui a été respectée. Et puis on voit qu'au travers le monde, à chaque fois que cette parité est quand même mise en œuvre, eh bien, les gouvernements, malgré ce qu'on peut en penser, sont plus efficaces dans la mise en œuvre des actions au quotidien. Ah oui, je faisais allusion tout à l'heure, il a fallu plus de 5 mois pour installer ce 17e gouvernement. Vous étiez déjà membre du 16e, donc vous avez participé à cette phase de transition. Pendant que le gouvernement devait gérer les affaires courantes. Ça a été un moment particulier où vous deviez assumer des responsabilités sans être encore vraiment en fonction ?
Oui, alors par contre, je voulais vous dire qu'on ne s'est pas trop posé de questions à ce moment-là, parce qu'on reviendra sûrement sur, pour moi, le rôle que doit tenir le gouvernement. C'est-à-dire qu'on est tombé dans une période des affaires courantes où on avait quand même des urgences comme le déficit du RUAM. Donc c'est quand même une période pendant laquelle il y a une certaine paralysie pour pouvoir prendre décision dans ce domaine. On a eu aussi, et c'était historique également, un budget que l'on a dû construire avec l'État et la Chambre territoriale des comptes. Donc au début, c'est vrai que la population se dit peut-être, bon, le budget de la Nouvelle-Calédonie, construit par l'État, etc., c'est peut-être une anecdote de l'histoire. Le problème, c'est qu'on voit très bien que on peut faire moins d'investissements, hein, on peut injecter moins d'argent dans l'économie, on peut pas verser les subventions comme il se doit aux associations. Donc on voit très vite la limite de l'exercice. La troisième chose, c'est qu'on a décidé vraiment de prendre ce rôle de manière entière, puisqu'on s'est retrouvé en gestion de crise sanitaire avec un deuxième confinement, en gérant avec l'État, et je pense qu'il faut souligner bien sûr l'apport de l'État dans cette période, les conséquences économiques notamment du confinement. Donc je pense que notre rôle a dépassé celui des affaires courantes, mais je vous parlais de responsabilité précédemment, c'est ce qu'on a essayé d'appliquer aussi dans cette période. Alors après, dans le 17e gouvernement, vous avez en fait conservé pratiquement la plupart des secteurs dont vous aviez la charge. C'est un choix de votre part, c'est les secteurs dans lesquels vous vous sentez à l'aise et que vous avez envie de gérer. Donc c'est spécialement l'enseignement supérieur, tous les sujets inhérents liés à la famille. C'est un domaine dans lequel vous vous sentez vraiment à l'aise ? Oui, alors les secteurs, c'est quelque chose de très important au gouvernement. Comme je vous le disais précédemment, c'est ce qui nous a amené ensuite à accepter cette vice-présidence. C'est quand même de longues réunions de travail pour savoir comment ça va se répartir entre les différents membres du gouvernement. Moi, je considère que dans le précédent gouvernement, l'équilibre était un petit peu plus... un peu mieux respecté, hein, puisqu'on avait quand même des gros secteurs comme le transport, la santé, qui étaient animés par des collègues indépendantistes, alors que la présidence était celle de Thierry Santa. Donc effectivement, moi j'ai fait valoir ma volonté de récupérer ces secteurs, parce que je considère que c'est à la fois des sujets essentiels, hein, comme celui de l'éducation en Nouvelle-Calédonie, et puis également ce sont des choix politiques. C'est-à-dire que dans les secteurs du gouvernement, il y a des intitulés, je dirais un petit peu administratifs, obligatoires, comme le budget, la fonction publique, enfin... On ne peut pas y couper. Et puis après, chaque gouvernement doit donner un peu des signes politiques avec des intitulés de secteur comme la lutte contre les violences conjugales ou les mots d'égalité aussi, dans l'égalité des chances, l'égalité des genres. Donc je pense que ça aussi, c'est des signes politiques à l'avenir en confiance. On a voulu donner à la population. Et il y avait de la concurrence. Il y en a qui auraient préféré prendre les secteurs que vous aviez en charge, ou ça s'est passé de façon consensuelle là ? Je pense que la place de la femme, parce que du coup mon secteur va au-delà maintenant de la thématique sur la lutte contre les violences conjugales. Je pense que oui, la place de la femme, ça a été une discussion aussi politique, puisque je pense que sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, au travers de toutes les communautés, et puis aussi des enjeux, hein, notamment par exemple, on l'a vu il y a récemment sur des débats qui ont eu lieu sur l'entrepreneuriat au féminin, la place de la femme dans le milieu coutumier, ses possibilités d'entreprendre, etc. C'est un sujet qui a beaucoup intéressé, oui, politiquement, mais donc j'ai eu la chance peut-être aussi par l'expérience que j'avais précédemment, de pouvoir le faire valoir auprès de mes collègues. Et puis, bien sûr, l'enseignement, c'est un sujet majeur, hein. Au-delà de ce que ça pèse au niveau financier en termes de personnel, on sait très bien que dans la construction d'un projet politique, l'éducation de la jeunesse, c'est un point essentiel. Et alors justement, qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos projets, quelles sont vos pistes, qu'est-ce que vous voulez faire dans ce secteur de l'enseignement et de l'enseignement supérieur ? Vous avez des priorités d'ores et déjà ? Oui, donc j'aime bien rappeler quand même le poids de ces secteurs à la fois financièrement, parce que bon, l'État l'a rappelé dans le document du oui et du non, hein. On est quand même sur une enveloppe d'à peu près 50 milliards si on prend l'UNC aussi, l'université, et pour rémunérer tous les personnels qui sont dans le domaine de l'enseignement, que ce soit public ou privé. Donc c'est à peu près 5000 personnes, c'est-à-dire quand on dit ça, on voit pas bien ce que ça représente, mais c'est une commune comme Bourail ou comme Poindimier, hein. Donc en Nouvelle-Calédonie, voilà, c'est 5000 personnes, c'est important dans notre population. Et au niveau des objectifs, je pense qu'il faut vraiment tourner nos efforts sur tout ce qui est de la vie de l'élève, sa santé.
La santé scolaire, on voit que notre jeunesse est en mauvaise santé. On parle beaucoup des addictions, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour de la malbouffe, le sucre. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais je pense que ça, la lutte contre le décrochage, et puis des choses que nos enseignants, les familles, les enfants subissent aussi quotidiennement, c'est tout ce qui tourne autour de la sécurité dans les établissements, et puis de gros investissements, puisque avec l'État, nous avons prévu un certain nombre de crédits pour faire de gros travaux dans les lycées comme le lycée donc Jules Garnier, le lycée Escoffier, et viennent aussi le lycée Petro-Attiti et de Tours. Vous avez de la visibilité dans le temps, c'est un peu la question qu'on se pose sur ce 17e gouvernement mis en place en juillet. Tout le monde sait qu'il y a un référendum le 12 décembre. Est-ce que c'est un gouvernement qui s'étale dans la longueur en se disant on a 1 an, 18 mois pour travailler, ou est-ce que vous êtes pris par l'urgence dans vos différents dossiers ? Alors, pour moi, il y a 2 choses. Il y a tout d'abord le rôle du gouvernement. C'est-à-dire que je pense que dans cette période qui nous sépare du prochain référendum, le rôle du gouvernement, alors c'est pas une très belle expression, mais pour moi, ça doit être un organe de gestion. C'est-à-dire que tout le gouvernement doit se mettre en ordre de marche pour traiter les dossiers les plus urgents et donc pour travailler sur le quotidien des Calédoniens. J'estime que les discussions politiques, et notamment sur l'avenir, devront se faire, s'il y en a avant le référendum, et elles seront certainement plus après, dans d'autres espaces. Voilà, le gouvernement doit vraiment revenir à son rôle de gestion des dossiers du quotidien. Sur le timing, moi je considère qu'il y a deux routes qui nous mènent au 12 décembre. Il y a la route de la campagne que chaque parti politique, chaque formation politique va organiser selon ses convictions. Et puis il y a la route institutionnelle. Donc moi ce que je dis aux équipes, aux directions, c'est que de toute façon il faut continuer à travailler et préparer dans chacun de nos dossiers de toute façon les objectifs à venir. Et que le jour où on appuie sur le bouton, on doit être prêt, donc que ce soit le bouton budgétaire. Si on arrive à avoir quelques recettes et préparer un budget 2022 un peu plus sereinement que le 2021, et sur les objectifs que je vous ai énoncés, il faut que les équipes soient mobilisées pour qu'après le référendum, de toute façon, les Calédoniens puissent bénéficier de ce travail qui aura été avancé. Alors on parlait de l'enseignement qui est effectivement le gros sujet, le gros secteur dont vous êtes en charge, mais vous avez aussi, vous le disiez, la famille, l'égalité des genres, la lutte contre les violences conjugales et même la cause du bien-être animal. Comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça, et est-ce que vous traitez vraiment tous les sujets, ou est-ce qu'il y en a qui sont uniquement dans l'intitulé du poste, mais vous n'avez pas le temps de gérer ? Non, moi j'ai été quand même. Alors j'ai des collègues qui ont beaucoup plus de secteurs. C'est une liste beaucoup plus longue. Moi j'ai été aussi attentive effectivement à pouvoir travailler correctement dans tous les secteurs qui m'ont été alloués, je l'espère. Donc en fait il y a 3 grosses parties. Il y a tout ce qui tourne autour de l'enseignement, tout ce qui tourne autour, comme je vous le disais, de la condition féminine, l'égalité des genres et la lutte contre les violences conjugales. Et le 3e aspect qui est déconnecté et pas toujours, mais des 2 premiers, c'est la problématique du bien-être animal. Donc je reviendrai quand même surtout sur la question de la lutte contre les violences conjugales en Nouvelle-Calédonie. Je ne vais pas rappeler plusieurs chiffres, mais au cours de sa vie, de leur vie, les Calédoniennes, 1 sur 4 aura subi des violences physiques et sexuelles ou sexuelles. Donc on est quand même malheureusement détenteur de tristes records. Donc il faut qu'on soit très très attentif à ce secteur et continuer à mettre des actions concrètes en place. Et puis la lutte contre la maltraitance animale. Alors des fois ça fait rire un certain nombre de mes collègues. Mais moi ce que je voudrais rappeler sur ce secteur, c'est que ça touche, et on l'oublie beaucoup d'aspects. C'est-à-dire évidemment il y a la lutte contre la maltraitance, et une société comme la nôtre ne peut pas se satisfaire qu'il y ait de la maltraitance sur les animaux. Là on est vraiment sur les animaux de compagnie, ça touche pas à tout ce qui est aussi agriculture, etc. Et puis il y a la question de l'environnement, parce qu'on sait que quand on a des espèces qui prolifèrent, des chiens, des chats, eh bien on abîme aussi la faune calédonienne. Et puis un thème auquel les maires sont particulièrement sensibles, c'est la tranquillité publique, la sécurité de leurs administrés. Donc c'est à nous de mener des campagnes de stérilisation avec les communes, de légiférer, je l'espère. Je pense que ça sera l'année prochaine pour réglementer aussi la question des ventes et l'identification des animaux, et puis de mener des actions de prévention, notamment au milieu scolaire, comme dans tous les domaines, pour justement être un peu plus performant à l'avenir sur ces sujets. Globalement, vous l'avez un peu effleuré déjà, mais est-ce que la collégialité, qui est toujours la grande question du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui est un gouvernement collégial et solidaire, est-ce que depuis les quelques semaines où ce gouvernement est en place, vous avez l'impression de retrouver la collégialité, vous qui avez une certaine expérience des gouvernements précédents? Ça se passe comment entre vous ?
Alors, je sais pas si je la retrouve, mais en tout cas, je la connaissais, parce que lors du 16e gouvernement, là, même si la démission sur le 16e gouvernement avait été aussi argumentée par un manque de collégialité à l'époque, au mois de février, bien sûr une position que je ne partage pas du tout, puisque pour l'avoir vécu au sein du gouvernement central, la collégialité a beaucoup fonctionné. Donc nous, on est là aussi pour faire valoir cette collégialité, parce qu'il pourrait y avoir un fait majoritaire qui s'installe, vu le nombre vu les équilibres au sein du gouvernement, puisque nous sommes 4 et les indépendantistes avec l'éveil océanien 6. Donc il faut faire attention à ce que cette majorité ne prenne pas le pas justement sur la collégialité. Donc c'est vraiment notre vigilance, celle que j'évoquais en tant que vice-présidente. La crise sanitaire, vous le disiez, c'est l'une des priorités de ce gouvernement. On en a beaucoup parlé cette semaine, ces derniers jours. Louis Mapou a déclaré que le gouvernement collégial était assez en colère après les décisions de justice, les recours qui ont été faits, qui ont permis d'écourter les septaines. C'est un sentiment de colère qui est partagé par l'ensemble des membres du gouvernement ? Alors, je ne sais pas si nous sommes en colère, mais en tout cas, il faut agir dans ce domaine. Alors, ce que je voulais rappeler quand même sur les recours, c'est que c'est pas le confinement vraiment qui est remis en cause, c'est pas la notion de confinement, c'est de le faire plutôt à la maison que de le faire à l'hôtel. Donc moi, j'en appelle quand même à la responsabilité des personnes qui formulent des recours, parce que quand on fait un recours pour sortir au bout de 5 jours au lieu de 7, je pense que c'est une responsabilité importante de comprendre que ce confinement à l'hôtel, il permet depuis maintenant mars 2020 de protéger la population calédonienne. Alors certes, il est contraignant, mais on est en période de crise sanitaire mondiale, donc évidemment tous les pays du monde ont des contraintes et nous, c'est celle-ci, mais je trouve que le bénéfice qu'on en retire a été largement supérieur aux contraintes. Donc moi, je pense que c'est une responsabilité collective et je voudrais quand même rappeler, ça nous a été, parce qu'on travaille avec un groupe d'experts, parce que nous, nous ne sommes pas des médecins, nous sommes en responsabilité politique, mais on n'a pas cette expertise, qui nous rappelait il y a quelques jours que maintenant c'est bien identifié en Polynésie, que c'est par de la quatorzaine à domicile que le variant est entré en Polynésie. Donc on peut pas faire la même façon sa quatorzaine à la maison, qu'on soit très motivé ou pas, qu'à l'hôtel. Et donc moi j'en appelle à la responsabilité. Je trouve que c'est pas cher payé de passer 7 jours à l'hôtel ou 14 jours pour protéger une population tout entière. Enfin, ces affaires ont eu des conséquences d'ores et déjà, puisque le président du gouvernement, dans un premier temps, a annulé un vol de passagers. Maintenant, il parle de réexaminer les critères qui permettent aux Calédoniens de revenir sur le territoire. Il faut les aménager, il faut changer ça, il faut être plus vigilant, à votre avis, ou le système a fait ses preuves depuis qu'il est en place depuis mars 2020 ? Alors nous, ce qu'on a expliqué sur l'annulation des vols, parce qu'on n'y était pas favorable... ça a été une décision unilatérale du président. Je dirais que ça a été une décision un petit peu précipitée. Nous, c'est ce qu'on a fait valoir. On a été consultés dans le week-end. Cette décision a été prise. D'ailleurs, en tant que vice-présidente, moi, j'ai demandé qu'il y ait une collégialité qui ait lieu le lundi, ce qui s'est passé, parce qu'on doit vraiment statuer de manière très sérieuse sur ces sujets. Donc, déjà, quand on ferme complètement un territoire, c'est une décision très importante. C'est un outil qu'on peut pas utiliser comme ça à chaque fois qu'on a un souci. On a fermé le territoire que dans des situations extrêmes. Par exemple, quand on était en confinement, c'est là qu'on avait vraiment suspendu les vols. Donc nous, on a argumenté qu'avant d'annuler des vols, il faut avoir une stratégie globale et avoir des étapes, c'est-à-dire voir comment on peut travailler sur cette question de recours, c'est notre responsabilité de sécuriser, comme on l'a fait jusqu'ici, le sas sanitaire, avant de laisser à Paris, sur le tarmac, excusez-moi l'expression, des familles, des gens qui ont laissé leur logement et qui ne peuvent pas rentrer en Nouvelle-Calédonie. Sur les motifs impérieux, c'est vrai que j'entends qu'il y a des choses, des passe-droits, etc. C'est souvent le mot qui est utilisé. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quand même 14 000 personnes qui sont rentrées par le sas sanitaire depuis mars 2020. En mars 2020, on faisait rentrer 250 personnes par mois pendant quelques mois. Là, en juillet 2021, on a fait rentrer 2200 personnes. Donc évidemment que sur 14 000 personnes, j'imagine, comme dans tout système, parce que nous, c'est pas notre fonction première non plus de gérer un sas sanitaire. Il y a peut-être quelques personnes qui passent, et puis c'est un mode déclaratif, c'est-à-dire que nous, on est aussi amené à vérifier des certificats médicaux, etc. Mais on fait aussi confiance aux gens. Moi, je pense que c'est un système
qui a globalement fait ses preuves. La vraie question, c'est la question de motif, c'est la vaccination à l'entrée du territoire. Je pense qu'au-delà de dire un tel ou un tel et peut-être passer à travers les mailles du filet, ce que je ne conteste pas, on peut peut-être s'améliorer sur certains points, c'est surtout de voir quelles sont les conditions à l'entrée. Il y a eu consensus du gouvernement pour décider de la vaccination obligatoire pour les personnes qui arrivent en Nouvelle-Calédonie. Ça doit encore passer au Congrès, mais le gouvernement est d'accord. Oui, alors il y a 3 sujets. Vous l'avez traité d'ailleurs ces derniers jours. Donc il y a déjà un texte qu'on avait mis dans les tuyaux avec le 16e gouvernement. C'est celui d'une vaccination obligatoire pour certaines catégories de personnel, comme ça se fait ailleurs dans le monde également. C'est notamment, par exemple, le personnel médical à l'unité Covid au Medipol. C'est les personnes qui sont à l'accueil des passagers, par exemple à Tontouta. Donc il y a comment faire pour que ces personnes-là soient protégées et protègent au maximum la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, effectivement, on est tous d'accord pour dire, et les gens sont de plus en plus vaccinés, que pour faire des septaines plutôt que des quatorzaines et pour éviter ensuite de vacciner les gens en Nouvelle-Calédonie, c'est de privilégier une vaccination obligatoire à l'entrée. Puis après, il y a un 3e sujet, c'est celui de la vaccination obligatoire pour tout le monde. Donc, on en parle. Il y a aussi des questions juridiques. Pour l'instant, c'est pas un sujet qui est acté. Mais sur le fait que toute personne, à part bien sûr des cas exceptionnels, les gens qui ont des contre-indications, qui rentrent en Nouvelle-Calédonie, soient vaccinés, effectivement, ça a fait l'unanimité au gouvernement. Il faut aussi qu'on en discute avec l'État parce que comme c'est des questions d'entrée sur le territoire, je pense qu'il y a aussi un pendant juridique à prévoir au niveau de l'État. Mais je pense que politiquement, c'est quelque chose qui est effectivement porté par tous. Alors, la vaccination obligatoire pour tous les Calédoniens, on sait que ça ne fait pas encore l'unanimité et que de toute façon ça doit être encore débattu au Congrès. Mais pourquoi, selon vous, il y a ces réticences de la population calédonienne? On dit qu'il n'y a pas assez de vaccinés, on en est à un peu moins de 30% de la population. Ça vient de quoi? Les gens ont peur, les gens n'ont pas envie, les gens estiment qu'ils ne sont pas menacés parce qu'il n'y a pas de Covid en Calédonie? Alors, il y a plusieurs raisons, mais vous avez rappelé les chiffres à juste titre. D'abord, on a une échéance importante, c'est celle de l'ouverture le 31 décembre 2021. C'est-à-dire que pour l'instant, on est un petit peu un cas exceptionnel dans beaucoup de domaines, mais dans celui-là aussi à l'échelle mondiale. Mais il faut se dire que ça ne va pas durer. Soit le virus va entrer par le SAS, parce qu'il y aura, comme peut-être dans les autres pays, un souci, ou de toute façon, au moment où on va ouvrir la Nouvelle-Calédonie, et bien aussi sera touché par cette épidémie. Pour l'instant, on est à 30% de couverture, ce qui est largement insuffisant. Si on était à 50%, au moins, on pourrait faire tenir notre système sanitaire. Il serait équilibré, on pourrait faire tenir notre système sanitaire. Après, à 70-80%, là, on est dans une protection collective qui permet aux gens d'être vraiment protégés. Ce que je voudrais dire, par contre, quand même, par rapport au système sanitaire, parce qu'on l'oublie beaucoup et ça s'est passé en métropole, c'est que si nos hôpitaux sont saturés, on peut dire que 40-50% des personnes qui ont d'autres pathologies que le Covid ne pourront plus être accueillis dans les hôpitaux. Donc c'est vraiment une responsabilité collective. Et je l'ai pas dit tout à l'heure, je voudrais vraiment aussi qu'on ait une pensée particulière pour nos voisins polynésiens, nos compatriotes polynésiens qui, on le voit tous les soirs au journal télévisé et par les messages qu'ils nous envoient, vivent une situation dramatique. Ils nous disent que 98% des personnes qui sont hospitalisées ne sont pas vaccinées. Donc évidemment, c'est pas le seul outil. On nous dit c'est pas le seul outil. Évidemment, c'est pas le seul. Mais pour l'instant, les médecins nous disent bien que c'est la seule arme pour se protéger des formes graves. D'ailleurs, 98% des médecins sont en Nouvelle-Calédonie libéraux et sont vaccinés. Sur les réticences, il y a des réticences personnelles que je comprends. C'est-à-dire personne n'a envie de prendre un médicament ou un vaccin. Enfin, je veux dire, on court pas après les médicaments et les vaccins. Donc, il y a des réticences personnelles. Mais il y a aussi ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on est dans une bulle. Et donc, on se dit, finalement, pourquoi je vais me vacciner? Il y a des gens qui se disent, c'est pour voyager. Moi, je voyage pas, etc. Puis il y a un certain isolement, il y a des populations qui sont un peu isolées aussi des centres médicaux. Mais comme je le dis là, on est vraiment sur le seul outil dont on dispose aujourd'hui pour passer quand même assez rapidement, c'est indispensable, de 30% à 50% de gens vaccinés pour pouvoir avoir un système sanitaire qui va tenir le choc. En rappelant que l'objectif, c'est bien le 31 décembre, la réouverture de l'espace aérien. Entre les deux, il y aura le 12 décembre. Avec l'arrivée notamment de magistrats, de forces de l'ordre. Est-ce que cette crise sanitaire peut faire courir des risques sur le déroulement du référendum, ou est-ce que c'est vraiment c'est sauvegardé, c'est sanctuarisé, il n'y aura pas de problème, tout est mis en place pour que ça se passe bien?
Pour l'instant, on anticipe dans la situation dans laquelle nous sommes. Donc, vous avez raison de parler également de l'arrivée des renforts, parce que moi, je pense que politiquement, c'est important que le gouvernement également se mobilise et donne sa position sur ce sujet, c'est-à-dire que ça constitue de nombreuses arrivées d'ici la fin de l'année. Nous, on a quand même fait valoir qu'il est important que tout soit prévu pour que la sécurité soit assurée en Nouvelle-Calédonie. Donc moi, je considère que le gouvernement, en tout cas dans le système d'arrivée de quatorzaine en Nouvelle-Calédonie, doit être facilitant pour faire arriver, c'est à peu près 2000 personnes quand même, les forces de l'ordre, plus effectivement les représentants dans les bureaux de vote, etc. Donc on a la protection vaccinale, très importante, la préparation de l'ouverture des frontières, et puis anticiper si le virus arrive, mais on a travaillé dessus depuis des mois, tout ce qui tourne, et j'ai vu que le MEDEF demandait aussi des tables rondes sur ce sujet, tout ce qui est autour de l'économie et de l'école. Par contre, effectivement, on est quand même inquiet pour le référendum. Et je pense que c'est pour ça qu'on est aussi mobilisés, nous, au gouvernement, sur ce sujet. C'est que si le virus arrivait avant le référendum, si on devait faire face à un confinement, j'entends qu'en Polynésie, ça y est, certaines communes pourraient être également confinées. Il n'y a pas de confinement global. Évidemment que dans ce cadre-là, il n'y a pas de campagne et peut-être il n'y a même pas de scrutin. Et ça pourrait aussi engendrer des problématiques de personnes, comme on l'a vu en métropole, qui ne viendraient pas voter de peur, évidemment, d'être contaminées, etc. Donc, il faut qu'on soit très vigilant au niveau institutionnel sur ce sujet. Alors, il y a la crise sanitaire et puis il y a aussi il y a la crise économique et il y a la crise des comptes sociaux. Ça a été les premières décisions du gouvernement, toute une série pour redresser les comptes sociaux. Avant de projet de loi du pays qui modifie l'assiette de cotisation sociale au ROAM, modification des taux de la CCS et des taxes également qui ont été prises. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures globalement ? Est-ce que vous les avez approuvées ? Est-ce que vous estimez qu'elles sont en mesure de répondre à la problématique et au déficit abyssal des comptes sociaux ? Alors, on s'est abstenu sur certaines, comme je vais y revenir sur le sucre, également sur l'alcool. On s'est opposé à d'autres, comme la question de commencer à déplafonner sur les cotisations et puis également sur la CCS. Alors, comme je vous l'ai dit, nous, on est en responsabilité dans cette période et sur le précédent gouvernement, et c'était une exception, Thierry Santa avait pris carrément dans ses portefeuilles à la présidence la question des comptes sociaux. Donc là, on n'est pas là pour dire le contraire de ce qu'on disait avant, qu'avant c'était urgent, mais maintenant ça allait pas, etc. On voudrait être bien clair sur le sujet. Seulement là, ce qu'on constate, c'est que autant sur le 16e gouvernement, il y avait un plan global qui était proposé, qui montrait comment les taxes allaient être affectées, comment on allait faire de la prévention, comment on allait baisser les dépenses, parce que c'est bien de taxer les Calédoniens, mais à partir du moment où on leur demande un effort, il faut qu'ils sachent un petit peu à quoi va servir leur argent. Et puis il y avait la question de cet emprunt pour également, excusez-moi l'expression, éponger la dette du RUAM, parce que dans le RUAM il y a la dette, et puis il y a aussi le déficit annuel qui est un problème d'équilibre et de fonctionnement. Donc là, la problématique, c'est que à la fois on a un problème de concertation et de consultation des partenaires sur les taxes qu'on nous demande de voter. Donc on voit bien que finalement les partenaires, notamment les entreprises, le monde économique, a pas été associé. Donc nous, on est très inquiets sur la question de l'emploi et du pouvoir d'achat des Calédoniens. Et puis d'un autre côté, on n'a pas la colonne qui dit ce qu'on paye et la colonne en face, de manière très concrète, qui dit à quoi ça va servir en prévention, en baisse des dépenses. Et puis surtout, comment on fait avec cette dette ? Parce que cette dette, c'est pas un truc stratosphérique, c'est-à-dire ces 25 milliards qu'on comptait emprunter avec une agence qui porterait le prêt, etc. C'est un peu compliqué, mais ça a déjà été fait notamment en métropole. Ça veut dire que c'est 25 milliards qui rentrent dans l'économie calédonienne, c'est-à-dire qu'on paye des fournisseurs, on paye des hôpitaux, c'est-à-dire que c'est une vraie dette qu'on rembourse et puis qu'après qu'on rembourse, qu'on injecte dans l'économie et qu'ensuite on rembourse sur le long terme. Et c'est pas la voie qu'a choisi le gouvernement apparemment. Ce prêt, cette aide de l'État, c'est des choses qui sont repoussées pour l'instant. Mais nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'on a peur. Je parlais un peu d'idéologie tout à l'heure, c'est-à-dire moi, je considère qu'on doit faire de la gestion et pas de l'idéologie. C'est que cette aide de l'État, avoir cet emprunt auprès de l'État, on le rembourse dans le temps. Je comprends que justement, c'est pas ce que défend le gouvernement actuellement. Donc, on comprend pas bien si c'est pour avoir des taxes qu'on va, excusez-moi l'expression, on va alimenter le trou du RUAM. Nous, c'est pas notre conception. Donc, effectivement, on comprend que c'est pas l'objectif et nous, on regrette que
si c'est pour des raisons idéologiques, que ce soit les Calédoniens qui doivent compenser ce manque de financement en payant des taxes au quotidien. Alors justement, vous êtes aussi une militante politique, hein, vous l'avez toujours été. Encore une fois, il y a un référendum le 12 décembre. Vous allez vous engager, vous, dans la campagne pour le non, ou vous estimez que vos fonctions au gouvernement vous empêchent de militer également sur le terrain ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver, hein, parce que quand on a des fonctions dans un gouvernement collégial et qu'on s'y engage, on doit trouver un équilibre. Alors, par contre, je dirais que sur cette campagne, il y a deux choses très importantes. D'abord, il y a le document du oui et du non qui a été donc rédigé et distribué par l'État. C'est quand même quelque chose de très nouveau par rapport aux deux précédents référendums. Moi, ce que je trouve intéressant, et c'est d'ailleurs mentionné dans l'introduction, c'est que c'est un document, malgré ce qu'en disent certains, qui est d'une neutralité. C'est-à-dire que, en fait, quand nos élus ont été reçus à Paris, c'est pas un discours politique, ce sont des directions qui viennent et qui exposent combien paye l'État, combien ça concerne de fonctionnaires, etc. Donc c'est des sujets assez essentiels comme la nationalité. On voit quand même que c'est le sujet quand même qui préoccupe les Calédoniens, hein. Donc on peut pas dire que tout le monde va garder la nationalité française dans un pays indépendant. C'est quelque chose au-delà de l'aspect juridique, c'est quelque chose de contradictoire, hein. Et puis j'entends aussi quelques contre-vérités sur l'emploi local, par exemple, de dire que si c'est le non, l'emploi local va disparaître, etc. On voit que sur d'autres territoires français, en plus, la notion d'emploi local existe, et donc je pense qu'il faut arrêter de faire peur aux gens sur ce genre de sujet. Donc il y a ce document, et notre responsabilité, c'est d'aller expliquer aux gens sur le terrain quelles sont les conséquences du oui et du non. Et puis notre campagne, elle s'appelle Les Voix du non. Parce qu'on considère, alors c'est vrai que sur les deux premiers référendums, c'est un peu deux gros blocs, hein, qui se sont dessinés, c'est tout à fait normal. Et puis on voit que dans ces blocs, eh bien, il y a quand même des nuances. Et donc nous, on a envie de comprendre, d'aller sur le terrain. Il y a des gens qui sont convaincus, hein, il y a des gens qui se posent des questions, et c'est notre rôle d'aller rencontrer ces gens, de respecter leurs convictions, et puis de leur expliquer ce que veut dire l'indépendance, ce que veut dire rester dans la France, en expliquer les conséquences. Puis moi, je considère que j'entends autour de moi des gens qui défendent l'indépendance, mais je pense qu'aussi on peut défendre l'indépendance, et qu'on n'est peut-être pas prêt en Nouvelle-Calédonie pour l'instant à être indépendant, et que c'est quelque chose. C'est une question qu'il faudra peut-être reposer aux Calédoniens un peu plus tard. Est-ce que vous craignez que ce clivage entre les partisans du oui et les partisans du non soit très présent au sein même du gouvernement jusqu'au 12 décembre, ou est-ce que vous allez vous consacrer les uns et les autres sur vos dossiers techniques ? Je dirais, hein, vous m'avez posé la question d'un peu du rôle de l'élu dans cette campagne. Je pense que il faut plutôt que ça soit une campagne des Calédoniens pour les Calédoniens. C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on dit aux personnes qui travaillent avec nous, c'est que ça doit se passer sur le terrain, et c'est vraiment des militants ou des personnes qui sont investies, qui parlent à d'autres Calédoniens et qui échangent de manière assez claire, directe, sur ce que sera l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, on lance demain notre campagne par un séminaire de travail à Bourail demain, et je pense qu'on communiquera demain sur ce sujet. Et par contre, au gouvernement, vraiment, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je considère que il peut y avoir une opposition politique au Congrès, hein, c'est normal, l'Assemblée, c'est son rôle. Mais nous, au gouvernement, on doit vraiment être un organe de gestion, travailler sur les dossiers et éviter que ça devienne Nous, c'est vraiment notre position au niveau de la collégialité et de la vice-présidence, c'est éviter que ça devienne un outil partisan et idéologique. Isabelle Chamorro, vice-présidente du gouvernement, merci d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence. Merci beaucoup.